Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Fanny. Bonjour Perrine. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Quel animal je serais ? Alors j'ai déjà joué à ce jeu enfant de m'imaginer et j'ai jamais trop su répondre. J'ai souvent dit un cheval. Ouais. Je fais pas d'équitation, j'en ai fait un peu, mais j'ai pas une expérience particulière avec les chevaux. Mais c'est un animal que je trouve inspirant et fascinant dans le sens où ils sont puissants, mais très doux aussi, très à l'écoute. Il y a une réelle communication avec les chevaux et j'aime ce côté de direction. Quand on est avec des chevaux, on a l'impression qu'ils foncent vers une direction. Et ça m'inspire beaucoup. Je me retrouve un peu dans ça, tout en conjuguant avec une certaine sensibilité, une conscience du monde autour de soi. Et voilà, ça fait quoi à ce que tu m'apprenais à l'instant sur ce fameux canari. Donc voilà, ça me parle. Je dirais un cheval, ouais. Pour ces raisons-là. Alors j'ai la chance de faire cette interview en présentiel auprès de toi, donc je ressens tout à fait cette énergie de leadership, je sais où je vais, mais j'y vais en prenant le temps, en étant dans l'écoute on mène des transformations, des projets, mais sans être forcément dans la rupture violente. C'est vrai. Bon, ça, je sais pas si ce sont des traits de caractère ou des expériences qui mènent à ça, mais c'est vrai pour partager un petit peu de contexte personnel. Moi, on est 4 frères et sœurs. Je suis la dernière et ma mère m'a toujours dit: t'es la seule à qui j'ai jamais eu envie ou besoin de mettre une claque ou de punir, parce que j'ai beaucoup appris de mes aînés et j'ai un petit peu cette façon de dire bon, c'est quoi mon objectif, comment j'y parviens en évitant les trop grosses galères. Alors c'était il y a cette soirée dans 2 semaines, comment je fais pour obtenir l'autorisation. La technique de mon frère, je me souviens, ça passait pas très bien, celle de ma sœur c'était moyen, donc je suis plutôt comme ça et j'ai un objectif et je prends mes petits chemins pour y parvenir et d'un point de vue de projet professionnel, c'est un peu pareil, ouais. C'est un peu pareil. C'est une belle leçon de leadership que tu nous transmets et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment utile parce que moins on sait où on va et comment on va y aller, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que tu sais au final où est-ce que tu veux aller, mais alors comment t'iras, c'est pas à pas. Aujourd'hui on est tous un peu dans toutes les entreprises, sur tous les business models et prévoir l'avenir c'est compliqué, mais c'est rassurant pour une équipe de savoir quand même dans quelle direction on va. Ensuite d'itérer, mais d'avoir cette vision-là et sans être dans l'alerte rouge, les discours alarmistes. On a besoin de ça en fait. On a besoin de à la fois cette direction et d'avancer dans une certaine sérénité. C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Et je dirais même que c'est essentiel. Sans quoi, on a l'impression d'être soit sur pilote automatique où on accomplit des tâches, on exécute des missions, mais sans vraiment savoir pourquoi, qu'est-ce qui est un petit peu au-dessus de ce quotidien-là, si on parle de la sphère professionnelle. Soit on a l'impression de jouer aux pompiers et de toujours éteindre des feux à gauche à droite, on sait pas trop pourquoi. Donc oui, je pense que c'est nécessaire, ouais, d'avoir une vision et rassérénant aussi dans le sens où on sait ce qu'on fait, pourquoi, à peu près dans quel ordre, et quand il y a des galères, des choses complexes,
on sait aussi que ça sert un objectif défini, même s'il est un peu plus lointain. Donc ouais, je pense que c'est essentiel si on parle de leadership ou même d'autodiscipline. C'est nécessaire d'avoir une direction. Ouais. Donc même dans un contexte où il y a plein de feux à éteindre et en ce moment il y en a beaucoup, malheureusement. Garder ses priorités. D'ailleurs aujourd'hui on parle toutes les deux dans le cadre d'un événement, on entend que ça grouille autour de nous. Tu es toi-même dans un moment personnel un peu de pause. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Je suis effectivement en plein milieu de mon congé maternité. Je viens d'avoir mon deuxième enfant. Félicitations. Merci Perrine. Normalement, je voulais pas manquer ce rendez-vous du forum. Et puis, tu dis voilà, il y a plein de feux, il y a plein de choses à faire. On est polyvalent, on prend les choses pas à pas, ou alors en simultané. Mais comment dire, je suis à la fois, je peux avoir très souvent un discours réactionnel dans le sens problème solution, on y va, et à la fois j'ai la tête très froide. Dans le sens où là je suis assez impliquée dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup d'engagement pour ce que je fais, mais j'ai une priorité aussi sur mon équilibre, ma vie personnelle, ma vie familiale. Donc ça demande d'avoir la tête froide, oui, à certains moments. C'est pas un exploit. Il y a beaucoup que ce soit des parents ou des personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'ils ont plein de projets, plein de vies professionnelles en simultané. Donc à la fois être très réactif, avoir de l'impulsion, du rythme, mais garder la tête froide, ouais. La tête froide, le cœur chaud et des mains de colibri. Exactement, c'est ça, c'est recette. Exactement, c'est la recette idéale, je pense. Donc là, en fait, on entend qu'effectivement, il y a plein de colibris qui grouillent partout autour de nous. Est-ce que tu peux présenter aux auditeurs dans quel contexte nous échangeons aujourd'hui? Bien sûr. Et quelle est l'origine aussi de ce contexte? Donc là, on vous parle depuis la nef du Palais Brongniart qui accueille le Forum mondial 3.0. Le Forum mondial 3.0, c'est une initiative de Convergence dont je suis à la tête maintenant. Convergence est une association française qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a été fondée sur le constat que les organisations des secteurs privés, associatifs, académiques, des médias ne travaillaient pas du tout ensemble pour accomplir des projets à fort impact environnemental, sociétal. Sans en faire une tartine là-dessus, en fait, on appartient au groupe Acted. Acted, c'est une des premières ONG humanitaires françaises, et les fondateurs d'Acted ont créé Convergence en constatant déjà qu'au sein du milieu humanitaire, déjà il y avait parfois un très gros manque de collaboration entre ONG internationales qui arrivaient sur une zone d'intervention. Donc déjà il y avait cet enjeu-là au sein d'un même secteur, cesser de travailler en silo. Parce qu'en fait, je dis une bêtise parce que Acted fait pas du médical, mais si tu as 5 ONG médicales qui débarquent sur une zone de conflit sans être coordonnées, soit l'action est incomplète, soit elle perd de son impact, soit dans le pire des cas, elle peut porter préjudice. Donc déjà de la coordination au sein d'un même secteur. Puis très vite, ça s'est ouvert à dire en fait non, il faut que les financiers, les associatifs, les médias, les réseaux jeunesse se parlent pour partager leurs difficultés, partager leurs ressources, leurs avancées, leurs solutions, et surtout développer des projets ensemble, avoir adopté une démarche vraiment partenariale pour avoir plus d'impact et aller vers ces grands objectifs globaux qu'on porte aujourd'hui au Forum mondial, l'atteinte de l'agenda 2030, la réalisation des objectifs de développement durable, et pour vulgariser ce jargon-là, aller vers un monde 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Donc le forum, depuis 15 ans, c'est 2 jours d'échange au Palais Brongniart à Paris, place de la Bourse. On accueille 300 intervenants, experts, représentants de haut niveau d'organisation de tous les domaines, qui viennent participer à des tables rondes, des ateliers avec une approche très technique, très pragmatique. On aborde beaucoup de sujets au forum. On aura peut-être l'occasion de venir dessus, mais on va aussi bien parler de droits des femmes, que d'urgence environnementale, que de réponse à des crises humanitaires, que d'engagement des jeunes. C'est très très complet. Donc il y a une diversité d'acteurs incroyable, et c'est eux qui font vraiment la qualité de ces échanges. Et la particularité de ce forum-là, c'est que il est construit tout au long de l'année avec des groupes de travail. Convergence, on est une équipe d'une douzaine de personnes. On n'a pas la prétention d'être des experts dans tous les domaines qui sont traités dans cet espace, mais on est très bien entouré puisque on rassemble plus de 300 organisations partenaires qui se constituent en groupes de travail. C'est comme des comités scientifiques, si tu veux,
qui vont avec nous tout au long de l'année identifier les enjeux, les choses dont on doit parler lors de ce forum, les acteurs qu'on doit mobiliser et ce vers quoi on veut aller et quels seraient les aboutissements. Donc c'est vraiment le résultat d'un travail collaboratif et on fonctionne en plateforme. Donc c'est 2 jours, début septembre tous les ans, avec 2000 à 3000 participants en présentiel et en ligne à travers le monde. Donc c'est super. Donc depuis 15 ans, à l'échelle internationale, concrètement, quels exemples d'aboutissement de ces collaborations, de ces synergies, tu pourrais nous partager ? Eh bien, il y a beaucoup de choses et en fait, c'est parfois difficile de mettre le doigt dessus parce que nous, notre objectif, c'est d'initier des partenariats et c'est du soft, c'est-à-dire que c'est difficile de pister exactement qui a parlé à qui et quel partenariat est né, mais on en connaît quand même. Alors on a de belles histoires. On a il y a quelques années, ça remonte, mais c'était assez fort. Paul Duhan, qui était un jeune qui travaillait sur la question d'algorithmes, de hacking, etc., qui a rencontré François Hollande au forum et qui ensuite a développé son projet pour un impact incroyable. On a des partenaires financiers tels que BNP Paribas, Crédit Coopératif, Société Générale, qui viennent ici identifier des porteurs de projets, soutenir des réseaux de jeunes, et qui reviennent nous voir plus tard en disant telle structure que j'ai rencontrée sur le stand, on les soutient maintenant de manière annuelle. On a eu de forts partenariats aussi avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Donc voilà, c'est pour te donner un petit peu le tempo de ce qui peut naître dans le cadre de ces rencontres. Ouais. Ça me parle vraiment. J'ai démarré dans le travail social. J'ai fait des études de travailleur social. Ensuite, j'ai évolué dans l'ESS. Ensuite, j'ai été dans un groupe de conseil international américain. Et je trouve ça vraiment important de créer des passerelles entre le marchand, le non-marchand, entre des territoires différents, entre des univers différents, entre des préoccupations différentes, et notamment sur les ODD. C'est vrai qu'on a un peu l'habitude de segmenter. Il y a ceux qui agissent pour le climat, ceux qui agissent sur les questions plutôt d'égalité, de diversité, d'inclusion. Et aujourd'hui, votre approche, elle se veut inclusive et passeur de frontières entre toutes ces frontières-là, ce qui rend la démarche pas facile à capter, d'où ma demande d'exemples concrets sur ces synergies. Oui, bien sûr. Pour permettre aussi aux gens de comprendre comment ils pourraient eux aussi contribuer. Bien sûr. Alors sur ces passerelles entre les différents objectifs de développement durable, c'est évident, il faut vraiment le prendre comme un tout. On peut pas les séparer les uns des autres. On peut pas prétendre lutter contre la pauvreté sans tendre vers une égalité entre les hommes et les femmes, l'accès à l'éducation. Donc ce forum, il s'appelle Conjuguer justice sociale et transition écologique pour cette raison précise, qui est que on ne peut plus traiter en parallèle l'urgence environnementale, la réduction des inégalités, les écarts sociaux qui se creusent, et avoir la sphère économique en parallèle de tout ça, qui fait ses investissements à gauche à droite. C'est vraiment notre message et la vision qu'on porte à Convergence. Il faut avoir une approche intégrée et transversale. Comment ça se matérialise de manière concrète? Nous, on observe ça au sein de nos groupes de travail. C'est un challenge, hein. Nous, c'est une feuille de route qu'on veut dérouler. C'est un objectif qu'on donne. On n'a pas la solution. Donc, les membres des groupes de travail, les personnes qui viennent au forum, viennent pour se dire, moi, par exemple, je suis un acteur de la mesure impact, je dois faire ma mesure d'impact, je sais très bien mesurer ma performance environnementale, mais j'ai du mal à mesurer mon impact social. C'est pas mon cœur de métier, comment je fais? Donc ils viennent chercher ça aussi. Mais il y a des exemples. Je vais prendre l'exemple là qui me vient en tête d'Acted, parce que c'est aussi eux que je connais le mieux. Donc ONG humanitaire, présente dans plus de 40 pays dans le monde, des milliers de bénéficiaires, 5000 staff, un poids logistique énorme. C'est des véhicules, c'est des matières premières qui sont délivrées. Acted, son mandat, c'est aider des populations en difficulté. C'est un mandat social. Eh bien, depuis quelques années, Acted se dit, OK, mais comment on intègre une dimension environnementale réelle, tangible, dans notre action? Alors, le premier volet, OK, on va limiter nos émissions carbone, on va limiter les vols, avoir que des fournisseurs en local, etc. Très bien. Ça, c'est une chose, c'est le côté logistique pratico-pratique. Mais ça va au-delà. C'est comment dans nos programmes de développement, comment dans
ce pourquoi les bailleurs internationaux nous financent, par exemple, on va avoir une dimension environnementale. Donc c'est repenser complètement la matrice des projets, repenser complètement les indicateurs de performance et c'est décortiquer les objectifs de développement durable un par un. Et donc voilà, Acted développe des programmes maintenant qui sont aussi bien sociaux qu'environnementaux et les bailleurs internationaux sont preneurs de ça parce que c'est ce qui se recherche. À l'échelle du forum, c'est ce que font beaucoup de nos partenaires qui pouvaient avoir des équipes RSE très cloisonnées, mais qui maintenant essayent de faire un peu tomber ces silos-là et dire ok, bon, on va plus avoir, c'est très pratico-pratique, la logistique des achats pour faire des achats responsables d'un côté et l'équipe engagement sociétal de l'autre, tout simplement. Donc c'est des petits pas comme ça. Après, faut être aussi réaliste. Et on peut pas demander aux organisations, à la RSO, à la responsabilité sociale des organisations, de se transformer du jour au lendemain. Si ton mandat c'est de faire du social ou de l'environnemental ou de l'économique, c'est pas en 2 jours que tu vas conjuguer ces 3 axes-là. Donc convergence, en ça, le 3.0, c'est aussi un laboratoire. On expérimente beaucoup de choses et les groupes de travail, c'est aussi moteur de tous ces travaux-là. Donc on a une session, un groupe de travail dédié notamment à la mesure d'impact, par exemple. Et cette année, c'était ça, comment mener de manière qualitative et une mesure d'impact social et une mesure d'impact environnemental. Bah c'est coton, mais il y a des pistes en fait. Quelles sont vos priorités sur l'année à venir parce que comme le rendez-vous est tous les ans, j'imagine que vous avez des impacts attendus, des KPI aussi, bien sûr, comme, nous aussi. comme dans le business. Oui. Alors, quels sont vos KPI, vos priorités pour l'année qui arrive? Nos priorités, la première, pas en termes de hiérarchie, mais la première que je partage, c'est continuer l'internationalisation de Convergence. Convergence, on travaille au plus proche de nos partenaires et depuis 5 ans maintenant, le modèle est dupliqué à l'international, à savoir que on va dans des zones, dans des endroits où il n'y a pas forcément ce type de plateforme-là, de réseau. On constitue des groupes de travail au Niger, en Colombie, en Tunisie, au Tadjikistan, au Myanmar. On a presque une vingtaine de forums à notre actif maintenant. Constituer des réseaux, des groupes de travail, des plateformes multi-acteurs, en leur donnant pour prétexte de collaboration le fait de monter ensemble un forum. Le forum, c'est vraiment l'aboutissement, c'est un prétexte parce que quand on est un qui fait la logistique et l'autre qui fait, la finance, tu te dis pas forcément comment tu vas bosser ensemble. Donc ce forum, en fait, c'est un prétexte et tout au long de l'année, ces groupes de travail s'animent. Donc notre priorité, ça va être de continuer ça, le déploiement à l'international, mais surtout de renforcer la capacité de nos partenaires à continuer ce programme, ces forums, sans l'intervention immédiate de Convergence. Le 3.0, c'est porté par Convergence, mais pas que. On en est ambassadeur. Et notre rêve demain, c'est qu'il y ait plein de forums 3.0 qui apparaissent un peu partout, sans même qu'on soit impliqué techniquement. Comme j'ai dit, on est une équipe de 12 personnes, on n'a pas vocation à être partout. J'adore l'approche qui consiste à finalement allumer l'étincelle à travers des rencontres, créer l'envie de faire ensemble à travers des rencontres entre humains qui font converger finalement leur tête froide, leur cœur chaud et leur main de colibri. Et ensuite continuer à vraiment cheminer au cours de l'année en approfondissant des sujets. J'imagine qu'on peut changer de sujet Vous avez des fidèles participants. Bien sûr, on peut changer. Il y a 3 groupes de travail thématiques. Mais vraiment notre objectif c'est de glisser en tant que Convergence, de glisser derrière ce message du 3.0 et que ce soit le message de chacun. Quels sont les 3 groupes de travail alors? Alors tu as 3 groupes de travail, 4 en réalité. Un groupe de travail sur les enjeux environnementaux. Un groupe de travail sur la question de réduction des inégalités et de solidarité internationale, un groupe de travail sur les questions de l'évolution de nos modèles économiques et l'apport du secteur de la finance à impact. Ensuite, on a un groupe de travail plus spécifique, lui, dédié aux questions de la mesure d'impact. Justement, j'en parlais, qui interroge beaucoup d'organisations. Donc voilà, c'est les quatre grands sujets. Et en parallèle de ça, on a aussi tout un écosystème constitué autour de l'engagement de la jeunesse. Comment informer, sensibiliser et outiller les jeunes. Donc jeunes, c'est une tranche large, c'est 15-35 ans, mais bien au-delà, avec plaisir. Comment les outiller pour chacun à son échelle, que ce soit à titre personnel ou dans la voie professionnelle ou dans l'engagement associatif, peut contribuer à cet enjeu
de société plus juste et plus durable. Alors moi, demain, si j'ai envie de participer à un des sujets ou à plusieurs sujets, comment ça se passe? Comment tu rejoins? Ouais. Alors, pour rejoindre les groupes de travail que je t'ai exposés, il faut représenter une organisation, ou appartenir en tout cas à une organisation et venir à ce titre-là, puisque c'est presque, comme je disais, des communautés techniques, scientifiques, donc c'est pas ouvert pour l'instant en tout cas à la participation individuelle. Donc simplement, il faut représenter une organisation, nous contacter, dire comment ça se passe, et on vous envoie toutes les informations. Il n'y a pas de membership à payer, c'est totalement gratuit. Nous, on demande simplement une certaine régularité dans la participation, puisque ensemble, on construit des programmes. C'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est de participer à 3 à 4 réunions par an, des réunions de 2 heures, en présentiel, en ligne, on s'adapte. Donc, c'est un don de temps. C'est un don de temps pour accéder à ce réseau-là et aussi avoir une voix, porter aussi ces sujets dans le cadre de nos activités qui sont des publications, qui sont très largement téléchargées et diffusées en format papier et être représenté aussi dans le cadre de ce forum qui est un rendez-vous important de la rentrée de septembre chaque année. Vous avez besoin de quoi maintenant pour aller plus loin, pour accélérer ou juste continuer? Ce dont on a besoin, je dirais que ce sont de renforcer toujours nos partenariats, d'aller vers plus de technicité, de savoir vraiment en rejoignant un groupe de travail, quel est l'apport que chaque structure peut avoir pour Convergence. On a besoin, parce qu'en fait, pour revenir un petit peu en arrière, quand tu parles de technicité, tu parles de compétences, d'expertise métier? Oui, d'expertise métier, d'une part, parce que comme je le disais tout à l'heure, Convergence est née en 2008 avec l'idée, ok, il faut qu'on bosse ensemble. À l'époque, se dire travailler ensemble, c'est pas gagné quoi. Maintenant, c'est acquis dans l'idée, mais on a vraiment besoin d'avoir de l'expertise sur comment je peux créer des partenariats durables entre les secteurs. Donc, on a besoin de structures qui vont venir illustrer ça chez nous, qui vont venir au forum nous dire, j'ai construit tel type de partenariat multi-acteurs. C'était complexe. Voilà la méthodologie qu'on a employée. Ça, on a besoin de ça. On a besoin aussi de vrais relais, d'ambassadeurs à l'international, dans les territoires. C'est important. De structures qui seraient en mesure avec nous, copiloter des groupes de travail, des plateformes dans leur environnement à elles. Parce que il faut avoir une connaissance de son terrain pour être bien ancré. Donc voilà, on a besoin de relais locaux. On en a à l'international, ça commence. On en a besoin de toujours plus. Et je lance un appel aux régions en France. Si des structures sont intéressées à engager ce message 3.0 des convergences dans leur région, et il faut venir nous voir. Et voilà, c'est ça. En fait, on a besoin d'un maillage toujours plus fort et toujours plus solide. Là, c'est vraiment structurer le travail en collaboration, en écosystème ouvert, interdisciplinaire. Ok, c'est très clair. Merci. Moi, je suis régulièrement sollicitée en tant que coach professionnel ou en tant que recruteuse par des personnes qui ont envie de faire rejoindre leurs convictions et leur métier, qui ont envie directement, à travers leur activité professionnelle, d'avoir un impact positif sur la transition écologique et solidaire, d'être un colibri, clairement, mais vraiment à travers leur métier, et pas d'avoir d'un côté leur engagement associatif, de l'autre côté leur métier, ou bien par des entreprises qui sont engagées dans des chantiers de transformation et qui se disent « Oh là là, en fait, ça touche tous les métiers, les enjeux que tu as de mise en mouvement finalement de territoires ou de communautés diverses, c'est l'histoire d'une entreprise aussi qui doit mettre en musique tous les métiers, toutes les expertises ensemble. » Et donc, tout le monde aussi commence à rechercher ce type de talent capable de mettre ça en œuvre à l'intérieur des entreprises. Et toi, finalement, dès le début, en fait, de ton histoire professionnelle, tu t'es ancré dans ce sens-là. Je pense que ton parcours peut être très inspirant pour celles et ceux qui nous écoutent. Comment ça t'est venu, toi? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Qu'est-ce que je voulais faire? Moi, je voulais un peu. Alors, j'ai voulu être exploratrice. Puis très vite, je me suis dirigée vers des envies de. J'étais petite, je voulais un peu sauver le monde. Donc, moi, je veux bien une séance de coaching parce que
Je pense qu'on a tous besoin de véhiculer son message, sa passion. Sa quête. Sa quête. Et moi, pour mon parcours, en fait, mais ça tient, comme beaucoup de personnes, ça tient aussi à mon histoire personnelle, à mon histoire familiale. Ma famille a beaucoup déménagé. J'ai des parents qui étaient dans le milieu de l'expatriation, à vivre dans plusieurs pays d'Afrique, toujours dans des sujets de développement, de solidarité, de politique internationale. Donc déjà, j'ai toujours eu une ouverture sur le monde assez dingue, malgré un plus jeune âge. Donc ça, c'est le privilège avec lequel j'ai entamé ma vie. Donc j'ai toujours voulu. Je savais pas ce que je voulais faire une fois que je me suis posé la question sérieusement, mais je savais ce que je voulais pas faire. Je voulais pas, et je respecte évidemment tout type de métier, mais je voulais pas vendre des objets pour vendre des objets. Je voulais trouver. J'ai toujours voulu. Alors au départ, c'est plutôt relations internationales, droit international. J'ai fait un parcours en droit des relations internationales, droit international humanitaire et droit de l'environnement. Et comment tu es arrivée chez Convergence ? Et je suis arrivée chez Convergence pour la petite histoire et petit clin d'œil. J'espère qu'ils ne m'en veulent plus maintenant. Donc moi, j'ai fait une licence en droit et langue. J'ai fait ces masters-là en tout ce qui est relations internationales. Puis j'ai eu besoin de souffler un peu. J'ai passé un an en Écosse en tant que professorat. Je faisais du professorat. C'était très chouette. Puis je suis rentrée faire mes stages et j'ai fait un stage super chez SOS Racisme. Parce que voilà, j'avais envie de m'engager aussi sur ces questions de social. Et puis dans l'intervalle, j'ai eu cette opportunité de rejoindre Convergence en stage. Donc j'ai quitté SOS Racisme en cours de route pour rejoindre Convergence en stage, parce que c'était pour moi incroyable cette idée de plateforme qui rassemblait tous les secteurs. Et puis de ce stage en 2015, je suis toujours là. Donc j'ai pas un parcours impressionnant dans le sens où j'ai pas connu 12 structures. En revanche, j'ai appris j'ai vu comme ce qu'était qu'une structure qui se développe. J'ai appris ce que c'était que d'évoluer au sein d'une organisation, d'y tenir plein de fonctions différentes, de créer même mon propre poste à plusieurs reprises de manière très transparente. J'ai voulu quitter Convergence parce que t'es tout jeune, que ça fait 2 ans que tu veux voir autre chose, et à chaque fois que j'ai exprimé ce souhait-là, les personnes qui m'accompagnaient à l'époque m'ont toujours dit, bon, assieds-toi, qu'est-ce que t'aimerais faire? Quelle vision du haut de ta petite expérience, quelle vision tu pourrais nous proposer à Convergence et qu'est-ce que tu aimerais faire? Et t'avais osé le formuler. Oui, bien sûr. Et donc j'encourage chacun à dire, au lieu de claquer une démission, parlez à vos managers. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. Peut-être que vous avez une idée que c'est de l'entrepreneuriat en fait. Et on est une association, mais j'ai pu bénéficier d'un état d'esprit entrepreneurial et intrapreneurial. Donc toi, tu as osé parler. Ouais. Qu'est-ce qui fait aussi dans la posture de tes mentors, de tes managers, que tu aies osé en parler? Une bienveillance à toute épreuve. Alors quand je dis bienveillance, je parle vraiment d'un cadre où je savais pouvoir où je savais que j'étais accompagnée. Les mentors que j'ai eus, elles étaient vraiment là pour te dire, bon, t'es toute jeune, je vais te passer ce que moi j'ai. Elles prétendaient pas tout avoir, mais j'ai vraiment appris comme ça, m'emmener en rendez-vous, me laisser prendre la parole lors de meetings, progressivement me laisser très jeune, très très jeune dès le début, faire des petites interventions à gauche à droite. Donc déjà une responsabilisation dingue. Ça passait aussi par j'ai coécrit tel article ou j'ai appuyé tel travail en stage. Il y avait mon nom sur la publication. J'étais en copie des mails, donc je me suis très vite sentie responsabilisée. Et quand tu es responsabilisée, tu te sens, en tout cas ça a été mon cas, je me sentais en mesure de dire voilà ce que je pense. J'ai pas 15 ans d'expérience dans les pattes, mais je me sentais en mesure de dire de ma petite expérience, je pense qu'on pourrait proposer ci, on pourrait proposer ça, et c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans mes fonctions et de créer des activités. L'international, c'était aussi une volonté qui traînait dans les airs, mais j'ai dit ok. Donc là, si je résume, pour les managers qui se disent oh là là, j'ai envie de fidéliser mes talents pour créer cet espace aussi de liberté de parole et d'engagement, j'entends accompagnement, j'entends cadre de liberté, dans un cadre mais avec de la liberté, responsabilisation et reconnaissance. Exactement. J'ai entendu la mention sur oui. quand tu avais contribué à une presse, il y avait ton nom. Ça, je pense que c'est un petit pas, un détail qui est hyper important.
Ça, et puis responsabilisation dans le sens où si chaque jour tu fais plein de petites tâches intéressantes peut-être, mais tu sais pas trop pourquoi, tu vas t'en lasser. Tu vois, si t'as pas... Moi, je trouve, même que lorsqu'on on reçoit des stagiaires à Convergence, je dis toujours, il leur faut des projets à deux tempos. Il leur faut la to-do du jour ou de la semaine, mais il leur faut aussi un projet à moyen terme, donc sur 6 mois de stage, pour qu'ils sachent aussi, voilà ma feuille de route sur 6 mois. Et je trouve que l'engagement est pas du tout le même quand tu dis, voilà ma mission sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, ou je viens chaque jour en me demandant qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et la reconnaissance, c'est essentiel. La reconnaissance, je trouve que c'est essentiel. Il s'agit pas de propulser les gens, mais de dire c'est ton travail, quoi. Ça n'enlève rien à personne, en fait. Tu as des neveux et nièces, si je comprends bien. Pardon ? Tu as des neveux ou nièces ? Oui, tout à fait, oui. Comment tu leur expliques ton métier ? C'est pas simple. Ouais. Ma nièce, elle rentre tout juste en seconde, et puis en troisième, elle cherchait des stages. Alors elle m'a dit, Tata, est-ce que je peux faire un stage chez toi ? Alors, je lui ai dit, moi je travaille pour une association qui organise des rencontres sur les enjeux environnementaux et de réduction des inégalités. C'est ce que je dis. Pour ceux qui sont plus curieux, je peux aller sur la dimension réseau, partenariat, objectifs de développement durable, mais même en soirée ou quoi, c'est pas ce qu'on dit. Tu dis voilà, j'organise des rencontres sur les enjeux environnementaux et sociaux. C'est la partie donc ça c'est ton émergée organisation. de l'iceberg. Ouais. Et ton métier ? Mon métier. Alors, ton métier, comment tu présentes ton métier ? Alors au-delà de directrice exécutive, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais je suis un petit peu le bras opérationnel de la vision de Convergence. Je fais le pont entre la vision d'un président, d'une organisation fondatrice, d'un conseil d'administration et une équipe exécutive ultra motivée, ultra engagée. J'essaye de traduire la vision en acte opérationnel. C'est-à-dire voici la vision et je propose un feuille de route à l'équipe en disant voilà comment on va la mettre en œuvre, et ensuite eux ils déclinent, chacun avec sa responsabilité et chacun avec son autonomie. Tu réalises les utopies. J'essaye, c'est pas simple tous les jours, en toute honnêteté, mais ouais, j'essaye. C'est mon mandat en tant que directrice exécutive, il s'agit d'exécuter quelque chose. Donc on se retrousse les manches. De quoi toi tu as besoin pour la suite, pour continuer, comment tu vois les choses évoluer ? Pour Convergence ? Pour toi ? Pour moi, j'ai besoin de rythme. Donc, oui, ce que je pourrais envisager, c'est... Et je suis très attachée à Convergence, donc ce serait peut-être encore renforcer l'international, mais de manière beaucoup plus pérenne, structurelle. Donc vraiment ouvrir peut-être une antenne en Afrique de l'Ouest ou en Asie, ou tu vois vraiment pérenniser le réseau et permettre à ce qui se passe ici à Paris, au Palais Brongniart, d'être amplifié et d'avoir vraiment des vitrines sur toutes les innovations, toutes les solutions qui sont à l'œuvre partout dans le monde. Donc pour moi, tant pour Convergence que pour moi, le pivot il se situe à ce niveau-là, de réécrire une page Convergence sur l'international qui est moi mes premières amours, ouais. Ton rêve le plus fou pour Convergence ? Ton rêve le plus fou Mon rêve le plus fou pour Convergence, c'est que on ait des forums comme celui-ci en simultané dans 5-6 pays pour connecter vraiment tous ces réseaux-là, tous ces entrepreneurs, tous ces dirigeants d'entreprise, tous ces réseaux de jeunesse. C'est ça mon rêve. Quel est ton canary call à toi, le message que tu aimerais partager au plus grand nombre ? Faites-vous confiance. Faut se faire confiance et suivre son instinct. Quand il y a quelque chose qui nous travaille, j'ai envie de faire ça, mais ça me semble pas forcément raisonnable, ou je sais pas trop comment y prendre. Il faut creuser. Je pense qu'il faut jamais faire taire un petit bruit de fond qui si c'est assez récurrent pour que ça vous interpelle, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc soyez attentifs à vous-même et voyez comment ça peut se matérialiser, et surtout vaut mieux mal faire que de rien faire. Moi j'ai peur du regret et du j'aurais dû. Donc on tente, et si ça va pas, rien n'est grave à part la maladie, la mort, rien n'est grave. Donc tente ton truc, si ça va pas, tu reprendras là où t'en étais, et puis c'est tout, quoi. On se quitte sur quelle musique ? Tu as envie d'écouter quel titre, quelle chanson, là maintenant tout de suite ? Quelle drôle de question. Bouloulou, qu'est-ce que je dirais Il y a une mélodie qui s'appelle Not So Blue.
Faut l'écouter. Not So Blue, ça s'appelle Quantic Orchestra, l'auteur, mais la chanson Not So Blue, qui veut dire tout ne va pas si mal, et la mélodie est géniale. Voilà. Je vais pas vous la fredonner parce que ça serait cata. Eh bien, c'est parti. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Perrine. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.